D'abord, par amour, la Sénégalaise que vous étiez est devenue franco-sénégalaise 10 ans plus tard. Ce que ça veut dire aujourd'hui d'être franco-sénégalaise, c'est en partie l'objet de ce livre. Oui, parce que je me dis qu'être franco-sénégalaise, ce n'est pas seulement une histoire de passeport, de port, d'aéroport. Être franco-sénégalaise, c'est une condition existentielle. C'est à la fois être sensible à la situation de l'Europe. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, je me sens concernée. Ce sont mes frères, mes sœurs qui sont dans la souffrance. Donc, je me sens concernée par cette détresse-là. Et en même temps, j'entends l'écho de l'Afrique. Donc, je suis toujours celle qui traverse entre les deux continents et qui aime les deux. Donc, ma paix intérieure réside dans le dialogue de ces deux cultures, dans la paix, la fraternité entre ces cultures. L'absence de paix ? Ben, l'absence de paix, c'est invivable. C'est la fin de notre humanité parce qu'il faut de l'espoir. Pour continuer d'avancer, il faut de l'espoir pour créer. Il faut de l'espoir pour créer de la richesse. On parle de progrès, de progrès. Quel progrès possible quand il y a la guerre partout? Quel progrès quand il y a la famine? Donc, vous voyez, le coronavirus, c'est récent. On a déjà trouvé un vaccin. Et le paludisme tue des millions de gens depuis des années, des années. On a trouvé un vaccin pour les plus jeunes, en tout cas, contre le paludisme ces derniers mois. C'est un espoir, mais le corona est une leçon. L'assignation identitaire, dites-vous, c'est invalider l'aptitude de l'autre à se définir, a fortiori dans sa complexité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. En ça, le trait d'union qu'il y a entre franco et sénégalaise, dans votre cas, est capital. Oui, parce qu'il y a une espèce de soupçon d'infidélité ou d'absence de lien sincère avec la patrie qui nous accueille. On a laissé une patrie derrière nous, on continue à l'aimer. Donc il y a les sectaires de l'identité nationale qui voudraient que nous renoncions à nos origines, à nos histoires familiales. Marianne ne demande à personne de devenir une mutante. Moi, je ne suis pas une mutante. Je suis une Sénégalaise plus une Française. Ou les autres diront, ah, elle est sénégalaise, mais elle est française. Moi, je préfère ce qu'ils disent, elle est sénégalaise et française. C'est l'addition qui me constitue. Donc, je suis une fille de l'adjonction. Plus. Ça me semble plus intéressant que les gens qui voudraient diviser l'identité de Marianne, les sectaires. Alors précisément, ces sectaires, ils sont du côté des identitaires, pour revenir à la campagne électorale et à ses candidats, Éric Zemmour et Marine Le Pen en tête, on en parlait à l'instant, mais ils sont aussi, écrivez-vous, du côté des opportunistes victimaires. Oui. Qui sont-ils concrètement et en quoi font-ils, selon vous, partie du problème? J'appelle opportunistes victimaires les gens qui se mêlent au mouvement militant, mais qui les détournent à d'autres fins. Vous savez, toute lutte contre la discrimination, contre l'homophobie, contre le racisme, même la grossophobie, toutes les contre ceci, c'est normal de lutter pour demander la même dignité pour tout le monde. Ce que je n'accepte pas, c'est quand on dit à toute une génération que leur avenir est oblitéré, que le passé a déjà décidé de leur avenir. Moi, je considère que nous devons étudier l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, mais tout cela doit servir de leçon pour être justement à la hauteur des défis d'aujourd'hui. Et les problèmes d'aujourd'hui, nous devons leur donner leur vrai nom, pas toujours recourir au passé forcément pour justifier des choses qui ont d'autres raisons d'exister aujourd'hui. Donc les opportunistes, ce sont ceux qui prennent les mouvements militants comme des podiums où se faire un nom. Je suis contre ça parce que c'est un calcul qui ne libère pas la masse. Et moi, je rêve d'une Afrique debout, fière, entière et fraternelle. Vous parlez de l'histoire, bien sûr, de l'esclavage, de la colonisation. Vous dites qu'il faut pacifier les mémoires pour avancer. Pourtant, pour des générations d'enfants d'immigrés ou d'immigrés de la première génération, mais aussi dans les rapports de la France avec beaucoup de pays, notamment ces anciennes colonies africaines, c'est un problème du présent et pas nécessairement du passé. Oui, parce qu'il y a le paradoxe de cette demande d'intégration. Combien d'autochtones demandent tout le temps l'intégration, mais qui laissent tous les efforts aux autres? Nous qui sommes venus, nous pouvons faire un effort d'adaptation. Mais quand vous renvoyez à quelqu'un tout le temps un statut d'étranger, étranger, par définition, c'est provisoire. Donc quand vous êtes naturalisé, vous n'êtes plus étranger. Or, on dit immigré première, deuxième, troisième génération, ce qui est un non-sens linguistique. Parce qu'en fait, l'immigré, c'est celui qui a quitté sa terre d'origine avec sa petite valise et qui s'en va. Lui, il est immigré. Une fois installés, les enfants auxquels il donne naissance ne peuvent en rien hériter de ce statut. Donc, Marianne doit savoir qu'elle a des enfants arabes, des enfants noirs, des enfants blancs, et que tout ça compose la société française. Mais quand vous êtes noir ou arabe, on vous renvoie toujours à d'autres origines. Vous avez parlé d'un monsieur qui
qui se proclame défenseur de l'identité souveraine de la France. Il est venu d'où? Qui est candidat à la présidentielle. Voilà, ce qui le rattache à la France, c'est exactement ce qui me rattache à la France. C'est la colonisation, le lien culturel. Lui, il est là à chercher à épépiner le pédigré des autres. Et bien, quand on interroge le pédigré des gens, et bien, on soumet le sien à l'examen. Il est qui, lui? Il vient d'où? Il aurait pu s'appeler Mohamed, vu qu'il vient d'Algérie. Alors, il dit, mes parents sont d'origine berbère. Et lui, alors? Eh bien, moi, mes parents sont Serer, Nyominka, du Sine Saloum. Je suis Serer autant que je suis alsacienne et j'en suis fière. Comment on remet, ça sera ma dernière question, et en quelques mots, Fatou Diom, de la complexité et de la nuance dans le débat? Mais vous savez, moi, je dis que j'écris par impuissance. Donc, je n'ai pas les plumes qui signent les décrets. Mais j'ai le droit de rêver, de me révolter, de partager mon désarroi. Donc voilà, je peux vous écrire des livres pour parler des tartes aux pommes ou des orchidées, mais je peux aussi écrire quand il y a des choses qui me révoltent dans la société que je voudrais meilleures. Marianne, en fait, on lui demande plus parce qu'elle promet beaucoup de choses qui sont très, très grandes, des valeurs humanistes. Donc liberté, égalité, fraternité, vous pouvez dire ça partout sur cette terre, tout le monde sera d'accord. Et donc moi, je lui demande toujours de les défendre, ces valeurs-là. C'est pour ça que j'écris ce livre, tout en étant parfaitement consciente de mon impuissance. Mais portée par une forme d'espoir tout de même. Toujours. Rassurez-moi. Merci beaucoup, Fatou Diom. Merci.